Christophe Petit, enseignant-chercheur à l'Université de technologie de Troyes, à cheval entre philosophie des techniques et philosophie de l'écologie. Je vais vous parler d'écologie du milieu. Il faut comprendre qu'il y a deux grosses traditions d'écologie. Une tradition plutôt américaine d'écologie de la nature, portée sur la wilderness, les espaces sauvages à protéger de toute ingérence humaine et qui questionne les droits de la nature. Et de l'autre côté, plutôt continentale, on a une tradition que j'appellerais plutôt de l'écologie des techniques, où on questionne très peu la nature, mais on questionne beaucoup l'autonomie technique face à un pouvoir industriel grandissant, une technocratie jugée problématique. Aujourd'hui, on a tendance à confondre deux mots que sont le milieu et l'environnement. Ces deux termes ne sont vraiment pas équivalents. Leur première opposition essentielle, c'est que l'environnement est un concept absolu, tandis que le milieu est un concept relatif. Pour changer d'environnement, il suffit de modifier l'environnement autour de moi, tandis que pour changer de milieu, il faut aussi se changer soi-même. L'environnement réfère plutôt à la nature. Le concept de milieu ne sépare pas le naturel du technique. On peut prendre un exemple que tout le monde connaît, disais-je, Autolib. Autolib, il y a deux manières de le voir, soit en écologie de l'environnement, en design de l'environnement, on se concentre sur l'aspect écologique de la batterie et on se demande s'il y a moins d'impacts environnementaux, en l'occurrence moins de gaz à effet de serre à l'usage. Tout ceci nous conduit du côté de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire vendre l'usage plutôt que le bien, vendre la fonction plutôt que le produit. Et en l'occurrence, si on est 10 à partager la même voiture, alors concrètement, on divise par 10 le coût écologique de cette voiture et on n'a pas changé de technique, on a juste changé de relation aux techniques, en l'occurrence à notre voiture, en cassant l'idéologie propriétaire propre. Pour mieux faire comprendre les deux voies que j'ai illustrées, prenons un exemple tout simple, à savoir le smartphone que j'ai entre les mains. Sans rentrer dans les détails, du point de vue du design de l'environnement, c'est-à-dire des impacts environnementaux de cet objet, c'est catastrophique et les tendances sont très inquiétantes. Donc de deux choses l'une, soit on attend que Samsung ou Apple fassent enfin une éco-conception digne de ce nom, soit on essaie de repenser notre relation au smartphone. Et pour garder le même exemple de l'économie de la fonctionnalité, il y aurait une solution assez simple, c'est qu'on ne serait plus propriétaire de notre smartphone, mais simplement locataire des services rendus par cette matière, et auquel cas, qui en serait propriétaire? Eh bien, évidemment, les industriels. Lorsque j'ai fini son cycle de vie, je le remets à Samsung, qui a tout intérêt, du coup, à faire vraiment de l'éco-conception, parce que quand on récupérons leur smartphone, il faudra récupérer les matériaux et ça leur coûtera moins cher. Mais tant qu'on sera propriétaire de ces objets et qu'à leur fin de vie ne sera pas pris en compte par un processus industriel, la tendance risque de rester inquiétante. Donc, introduisons l'économie de la fonctionnalité dans les outils numériques du quotidien.